Merci, mesdames, messieurs. Nous sommes en plein dans le débat matinal. Ce matin, nous allons parler donc de l'immigration clandestine. Est-il possible de passer de l'immigration clandestine à l'immigration officielle et raisonnable? Qu'est-ce qui pousse les jeunes à prendre la route de l'immigration? Nous vous avons d'ailleurs posé la question sur nos différentes plateformes. À votre avis, quelles sont les raisons qui poussent ou bien qui pourraient pousser les jeunes à choisir l'immigration? Eh bien, partagez avec nous vos avis, votre perception de la chose, votre analyse de la situation et donc proposer donc des solutions. On va, mesdames, messieurs, parler tout bonnement de ce phénomène-là qui fait que beaucoup prennent la mer, prennent la route, prennent le désert au risque de leur vie. Eh bien, pour en parler, justement, nous avons un expert qui nous a rejoint sur ce plateau. Monsieur Vigile Denayon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes expert en politique touristique. C'est ça. Alors, vous êtes béninois de la diaspora. Et donc, vous avez une vision de hors Bénin et une vision de l'intérieur également. C'est ça. Alors, merci d'avoir accepté et fait le débat avec nous. Vous aurez en face, c'est pas tous les jours, vous avez en face des jumeaux, hein? Je les venais avec. D'accord. Allez, vous avez Alessandre et Alexis Rouillot qui ont accepté et resté sur le plateau pour faire donc ce débat avec nous. Alors, monsieur Denayon, quand on parle de l'immigration clandestine, d'abord l'immigration, qu'est-ce que c'est? Et quand elle devient clandestine, qu'est-ce qu'on comprend? Alors, pour parler terre à terre, pour que nos téléspectateurs nous comprennent, immigrer, c'est partir de chez soi pour aller s'installer ailleurs, de façon plus simple. Alors, ici, nous parlons de immigration clandestine. Oui. Lorsque je décide de quitter le Bénin et aller m'installer, par exemple, au Togo voisin, vu que nous sommes dans un espace CEDEAO et tout, commun, je peux aller m'installer sans plus de formalités, sans protocole, parce que d'abord c'est universel. Hein. C'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout le monde a le droit de s'installer normalement là où il veut. C'est connu. Alors, mais il y a des pays, lorsque vous n'êtes pas dans un espace commun, qui imposent des conditions pour venir chez eux. Donc, lorsque vous décidez d'aller vous installer dans le pays de ces personnes, dans ces pays-là, sans respecter les conditions que cela impose pour venir s'installer chez eux, là, on parlera de l'immigration clandestine. Et c'est ça. Vous allez chez eux par fraude. Par fraude, voilà. Donc c'est à ce niveau qu'il y a un souci et c'est peut-être dans le débat, on va essayer de décortiquer en réalité quelles sont les conditions qui vous attendent lorsque vous décidez de partir de cette façon. Personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un droit universel mais il y a des conditions préalables. D'accord. Alors, Alexis Rouillot, vous qui êtes jeune, vous qui résidez au Bénin, vous qui êtes au contact de la jeunesse, à votre avis, qu'est-ce qui déclenche chez le jeune béninois, disons, la décision, le désir de partir du pays, de prendre la route pour tomber dans l'immigration clandestine sans rien préparer? Non, merci beaucoup. Vous savez, nous sommes en Afrique et surtout les pays comme les nôtres. Quand vous voyez beaucoup, bon, je vais aller droit au but, plusieurs jeunes voyagent à cause des moyens. Il y a la pauvreté. Moi, par exemple, j'ai un ami, bon, tous mes amis qui ont voyagé, même, je vais parler de légalement, par exemple, et qui sont à l'extérieur, ils trouvent forcément au moins un petit job à faire. Donc, certains estiment qu'en étant ici, il n'y a rien. Donc, il faut quand même prendre par les voies pour pouvoir aller en aventure. Exactement, en aventure. Donc, le problème des visas, ça pose un peu de problèmes. Ça pose des problèmes. Donc, quoi faire? C'est ça qui fait que certaines personnes contournent les formalités pour pouvoir aller. C'est la soif, c'est l'emploi et la pauvreté qui pousse certaines personnes à aller dans certains pays illégalement. D'accord. Alors, Alexandre Rouillot,
c'est un droit universel de s'établir dans un pays, mais qu'est-ce qui empêche certaines personnes de respecter les conditions fixées par les pays d'accueil pour accéder à ces pays-là, justement? Merci beaucoup pour l'interrogation. Moi, je dirais simplement, si ces derniers avaient les moyens de respecter en fait, les conditions, ils allaient le faire. Mais comme on vient de dire, c'est bon, voilà, le manque d'emploi ou le chômage et tout qui pousse certaines personnes à immigrer. Et donc, ils pensent que bon, voilà, bon, le problème de visa cause des soucis. Vous voyez, quand vous faites la demande, ça nécessite également des moyens. Et d'autres préféraient prendre par des voies illégaux, qui est l'immigration clandestine, pour aller dans ces pays-là. À travers, voilà, et bon, dans ces pays-là, illégalement. Et donc, ce qui n'est pas bon, en fait. Mais, disons que c'est les moyens qui peuvent pousser quelqu'un. Parce que quelqu'un qui a les moyens, qui peut faire les formalités, ne va pas quand même décider de lui-même de prendre pas cette voie risquée. Alors, Monsieur Vigile Denagnon, partagez-vous ce point de vue de manque de moyens qui ferait que certaines personnes décident de se rendre dans un pays illégalement? Je m'inscris, vous me permettez, en faux, parce que est-ce que vous avez une idée de ce que déboursent ces personnes au risque de leur vie pour aller dans ces pays clandestinement, au risque de leur vie? On va en parler. Le nombre de morts dans la Méditerranée, ça, on viendra là-dessus. Parfois, les familles se cotisent. Voilà. Il y a les passeurs, il y a les gens qui abusent en fait de ces personnes. Si on fait le point de ce que ces personnes déboursent pour risquer leur vie, ce n'est pas une question de moyens. Vous avez posé le problème de visa. Je suis d'accord. Lorsque vous allez vers un consulat pour faire une demande de visa, on vous demande un certain nombre de conditions à remplir. Si vous respectez les conditions, vous avez votre visa. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas vous interdire. Moi, je suis du tourisme. Et la France est la première destination touristique au monde. Pourquoi? Ils veulent que les gens viennent. Mais vous venez légalement, vous visitez, vous faites ce que vous avez à faire, vous respectez votre délai de visa, vous rentrez chez vous. Demain, vous revenez, on vous donnera le visa. Vous allez partir. Mais si ces personnes déboursent au bas mot 2 millions de francs CFA. Parfois, les parents vendent des terres, vendent des choses, et puis bon, les gars, ils s'en vont en aventure. Vous n'avez pas idée. Donc, parler de moyens, ce n'est pas une question de moyens. Revenons sur la question de pauvreté. Oui. Et la question d'emploi. Mais vous pensez qu'il n'y a pas de chômeurs en France? Mais ils coulent les rues, les chômeurs. Ces jeunes qui quittent ici, et s'ils ne meurent pas en Libye, parce que... Il y a eu ce scandale où on a vu des Noirs africains transformés en esclaves. Et ça continue. S'ils ne meurent pas en Libye, parce qu'emprisonnés dans des conditions déplorables, et qu'ils arrivent à traverser jusqu'à Tripoli, et qu'ils prennent les barques de fortune, et qu'ils ne meurent pas dans la Méditerranée, et qu'ils atteignent de l'autre côté où ils échouent sur une île italienne ou, c'est pas, belge ou autre. Mais ce qui les attend là-bas, c'est autre chose. Qu'est-ce qui se passe généralement là-bas? Très bien. Alors, je prends le fait, lorsqu'ils échouent par exemple, dans une île italienne, et qui sont récupérés par... les gardes-côtes ou bien les gardes-côtes italiennes, les sauveteurs humanitaires. SOS Méditerranée, pour n'en citer que lui, on les amène dans des camps. Ils sont reçus, des petits soins pour voir leur état de santé et tout, émotionnel et tout le reste. Après, on les éparpille dans des camps. Et ces camps, c'est là où vous allez rester. Et après, on va étudier votre cas. C'est-à-dire que vous ne rentrez pas dans la ville. Dans la ville, comme ça, normalement. Vous ne commencez pas par avoir un emploi tout de suite. Et pas du tout. On ne commence pas à étudier vos dossiers. Vous allez déposer des dossiers. Ça peut durer même 2 ans. Dans ces conditions, il y en a qui
qui fuit. Parce que s'il a réussi à fuir son pays, à traverser tout ça pour se retrouver sur cette île, c'est pas fui de là pour se retrouver, c'est pas à Turin, à Rome ou à Paris qui va devenir problème. Il va essayer. Il réussira certainement, mais il se retrouve à Paris. Les contrôles commencent. Laissons les contrôles d'ailleurs. D'accord. Même si on le laisse dans la ville, il ne peut pas trouver de travail. Il n'a pas de papier. Mon cher ami, tu quittes le Niger, tu viens au Bénin. Tu as ton argent pour louer une maison. Est-ce qu'il y a un problème? Je loue une maison. Tu peux commencer ton petit business. Je loue d'abord une maison pour avoir un toit. Je peux le louer parce que j'ai de l'argent. Vous pensez que même avec ton argent, tu peux louer une maison en France? Impossible. Parce que le propriétaire ne peut pas te louer sa maison tant que tu n'as pas un papier régulier. Il ne va pas te louer une maison. Celui qui va te louer une maison dans ces conditions, il va le faire au noir, comme ils le disent. Je n'aime pas trop le thème, parce que tout ce qui est négatif, on est peint de noir. Je n'aime pas trop ça. Lui, il va faire la location clandestinement. Clandestinement. En fait. Et le jour où il est pris, ça va lui coûter très cher. Donc, il y a beaucoup qui évitent, qui ne veulent pas le faire. Donc, tu as ton argent, tu ne peux pas louer. Tu n'as pas là où dormir. Lorsque tu vas chercher du boulot, ton employeur potentiel qui va pas accepter normalement te prendre parce que tu n'as pas de papier. Mais si il veut accepter, il va te demander une adresse. Mon cher ami, tu n'as pas une adresse. Tu fais comment? Parce qu'on a refusé là de te louer une maison parce que tu n'as pas de papier. Mais là derrière, tu ne peux pas avoir une maison. D'accord? Tu n'as pas une adresse. Mais après, tu veux aller demander les papiers. Tu vas à la préfecture pour aller régulariser ou chercher à régulariser ta situation. Tu n'as pas une maison, mais tu n'as pas de papier. Parce que sans adresse, tu ne peux pas avoir de papier. Finalement, les gens se retrouvent dans un étau. Dans un étau. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils échouent au bord de la rue, dans des tentes, dans des conditions déplorables. Des conditions que tu ne peux même pas accepter dans ton pays. C'est dans ça que tu vas vivre, après avoir risqué ta vie. Alors, M. Denayon, quand on analyse cette situation de cette façon-là, comment est-ce que l'on peut sortir de l'immigration clandestine pour l'immigration officielle et raisonnable, je dirais même raisonnée? Très bien. Nous, on est partis en France en tant qu'étudiants. Et chez nous, on dit, je vais parler dans notre langue, alliez-toi et non maintenant. C'est-à-dire, si on doit traduire, on dira quoi? Voilà. Le chemin que tu connais, c'est ça que tu peux indiquer à ton prochain. D'accord. Voilà. Nous, on est partis en tant qu'étudiants. Et avant même de pouvoir partir en France pour les études, on a essayé d'autres pays aussi. Je parlerai du Canada, des États-Unis. Donc, les possibilités pour voyager légalement et se donner une chance existent. Lorsque tu as peu de moyens et que tu as des ambitions de voyager. Donc, ça se prépare. Quelles sont les conditions pour voyager pour les études? C'est de travailler à l'école. Donc, nous, notre objectif, en réalité, on est en train de se constituer avec des amis en France pour venir sensibiliser nos jeunes frères dans les écoles, à partir même du primaire, secondaire, les universités, pour leur montrer la réalité d'un clandestin en Europe. C'est-à-dire que ce n'est pas souvent l'Eldorado que l'on projette, que l'on montre, mais la vie est tout autre là-bas. Tout autre. D'accord. Lorsque tu y vas de façon clandestine, bien sûr. Bien sûr. Alors, on va revenir à vous tout à l'heure, M. Vigile Denayon. Alors, M. Alexis, on a évoqué le problème de pauvreté, on a évoqué le problème de manque d'emploi, mais quand on regarde un peu le Bénin, l'autre Bénin aujourd'hui, avec beaucoup de changements, beaucoup de chantiers ouverts, est-ce que la jeunesse ne pourrait pas trouver son compte tout en restant au pays, même si un jour elle décide de partir légalement? Merci beaucoup. Et je pense qu'actuellement, il y a plusieurs chantiers, mais nous avons déjà tas de personnes qui sont au repos, je vais dire, qui sont en manque d'emploi ou qui sont à la recherche de l'emploi avant que
ces chantiers ne soient lancés. Supposons que nous avons 1000, déjà, ou bien 10 000 jeunes qui sont chômés. Je donne un exemple. Et bon, supposons, avant, on avait 500 emplois, mais maintenant, c'est allé à 5 000. Donc, ça veut dire qu'on a déjà tas de personnes avant qu'elles... chaque année, il y a plusieurs personnes qui sortent des universités. Il n'y a que le gouvernement, de façon réelle, met en place des politiques d'incitation et d'encouragement à l'auto-emploi dans le pays. Mais ça ne peut pas couvrir tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Non, je ne suis pas d'accord. J'ai le droit de ne pas être d'accord, non? Non, oui, vous avez... Oui, allez-y. Vous ne pouvez pas dire que vous, de votre côté, vous n'êtes pas d'accord. Parce que le gouvernement, peu importe ce qu'il va faire, ne peut pas couvrir, en tout cas, le besoin de tous les bénévoles. Ça ne pourra pas être à 100%. Il est vrai que ce qui se fait actuellement dans notre pays est à apprécier. Voilà, surtout côté infrastructure et développement. Enfin, en tout cas, l'auto-emploi des jeunes et tout, à cause de la multiplication des chantiers, des pas et d'autres. C'est à apprécier. Mais comme ce qu'on vient de l'évoquer, il y aura toujours des surprises. Et comme vous-même, vous venez de dire, bon, les gens pensent que l'Europe est un pays où, quand tu y vas, c'est que tu es riche, tu es respecté, ou bien, voilà, tu vis bien là-bas. Voilà. Mais le problème, en fait, nous ne sommes pas là pour soutenir, autant pour moi, excusez, pour soutenir ceux-là qui immigrent de façon clandestine. Non. Mais bon, nous avons évoqué les potentielles raisons qui pourraient les conduire. Mais vous savez, pour moi, je ne sais pas si quelqu'un peut décider de lui-même d'aller en France, même par voie légale, sans attendre quelque chose là-bas. Pour moi, les immigrations clandestines, vous voyez souvent, ils sont souvent en lot. Dans les pirogues, là, ils sont souvent en lot. Et il y a des passeurs et il y a également des entreprises qui recrutent ces gens-là juste pour contrôler le salaire, la réduction, parce qu'ils savent que c'est des gens qui ont immigré clandestinement et donc ça ne serait plus le coût normal. C'est une main-d'œuvre à moins de coût. Voilà, donc ça profite à ces entreprises-là. Et donc, c'est ce qui pousse les gens, quand on en parle aux jeunes qui sont déjà à la quête de l'emploi. Donc, pour eux, c'est que je vais en France, je vais en Europe, bon, je vais dans un pays pour faire truc là, sans pour autant connaître les vraies réalités, comme le monsieur en face vient de le dire. Monsieur Denayon. Ah, voilà, oui, Alexis, vous voulez réagir? Oui, je voulais ajouter, avant de poser une question à monsieur Denayon. Et en dehors des raisons que nous avons évoquées, il y a les visas. Je vous donne, par exemple, moi j'ai un ami qui est en Brésil et qui a voulu faire déplacer son frère. Je ne sais pas si... Bon, lui, il est allé par les procédures de bourse en Brésil. Mais il est en Brésil, mais je ne sais pas si c'est parce que l'autre n'a pas pu avoir les bacs ou bien je ne sais pas. Mais il a dit, il a cherché, tenté, ça n'a pas marché. Le lui a été refusé plusieurs fois. Exactement. Maintenant, et moi j'ai compris un truc. Vous allez constater que l'immigration clandestine, souvent, se dirige souvent vers les pays de l'Europe que les pays de l'Amérique. Parce que nous constatons généralement que souvent, dans le mois d'août ou de septembre, vous allez voir visa Canada, visa américain. Mais on ne voit pas ces gens de visa pour les pays de l'Europe. Donc, il y a les problèmes de visa aussi qui bloquent. Et pour terminer maintenant, j'aimerais demander à monsieur... Vous avez une question. À monsieur Denayon, qui... Oui, avant que tu poses ça, je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu as dit, par rapport aux États-Unis et au Canada. La route la plus meurtrière, clandestinement, aujourd'hui connue par l'Organisation des Nations Unies, c'est la Méditerranée, certes. Mais il y a aussi de l'immigration clandestine à destination du Canada. Si tu imagines le risque que les gens prennent pour traverser les pays de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, même les États-Unis pour entrer au Canada, tu ne peux pas, tu vas délirer. Les gens sont prêts à risquer leur vie. Et moi, je me dis, rien ne vaut la vie. Qu'est-ce que tu veux aller gagner là-bas? Que tu ne peux trouver sur place. Même si tu ne l'as pas, ça ne peut pas valoir ta vie. C'est ça, les gens, ils ne pèsent pas le poids du risque qu'ils prennent.
ce chemin qui leur coûte, il peut mettre des mois. Hein. Et quand je parle de la Méditerranée, j'ai connu des cas qui sont partis du Bénin, je te dis, du Bénin, Tout à fait. depuis 2014, c'est ça, 2014, ils ont réussi à atteindre l'Italie en 2019. Soit 5 ans. Soit 5 ans après. Le Niger, c'est des problèmes. Ils ont passé des jours, des mois, des années à travailler pour reconstituer leur cagnotte, pour continuer jusqu'en Libye. Là-bas, ils se sont fait prisonniers, ils travaillent, on leur vole leur sous, ou bien on leur met des fusils sur la dent, tu es obligé de remettre tes sous, tout ça. Ils ont traversé tout ça pour se retrouver en Italie. Et de 2019 à ce jour, ils sont sans papier. Ils ne peuvent pas rentrer. 6 ans après. Ça fait 10 ans pratiquement. Il ne peut pas rentrer. Il y a un qui a laissé sa femme, une épouse. L'enfant de quelqu'un que tu as laissé pendant 10 ans, elle fait comment? Mais M. Denayon, comment est-ce qu'on peut sensibiliser la jeunesse aujourd'hui à ne plus prendre ces risques-là et quelles sont les autres ouvertures dont elle peut bénéficier? Parce que sur ce plateau, il faut quand même qu'on en profite. Je ne veux pas que mon ami soit insatisfait. Je vais lui laisser poser sa question, avant de répondre à votre question. Vas-y. Merci beaucoup. Avant de vous poser la question, j'aimerais corriger un truc. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'immigration clandestine vers les pays de l'Amérique. Oui. Mais quand on va compter 100 dans les pays de l'Europe, on peut trouver peut-être à peine 10 dans les pays de l'Amérique. C'est vrai. D'accord. C'est pourquoi la Méditerranée est la voie la plus meurtrière. Exactement. Donc, ma question, comme on avait évoqué des raisons de pauvreté, de manque d'emploi, un peu de tout, mais vous avez dit non, que ces raisons ne pourront pas justifier l'immigration clandestine. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne dis pas que ce ne sont pas des raisons valables. La question, c'était pour lui demander, selon lui, quelles sont les raisons qui poussent les gens à prendre des voies illégaux illégales plutôt, pour pouvoir se rendre dans les pays d'autrui. Je suis parfaitement d'accord avec toi que la raison économique est la première raison. Il y a aujourd'hui d'autres raisons, des raisons politiques, il y a des raisons climatiques, des raisons de conflits divers, des guerres qui font des déplacés. Des raisons politiques. Des raisons politiques, bon, voilà. Donc, il y a ces éléments qui poussent des gens, surtout quand il s'agit des raisons politiques, surtout des guerres ou du climat et autres, on comprend. Mais ça ne justifie, je dis encore, ça ne peut pas justifier le risque de sa mort, de sa vie plutôt. D'accord? Le risque d'aller mourir, moi je ne conseillerais ça à personne, quelles que soient les conditions dans lesquelles il se trouve chez lui. Parce que quand il va là-bas, c'est pas qu'il y a meilleur en fait. C'est ça le vrai problème. Le nœud, c'est que ça. Il n'y a pas meilleur tout de suite et il n'y a aucune garantie que plus tard, il y aura meilleur. Il y aura meilleur. Quand vous prenez le Bénin, par exemple, mon pays, selon les informations, les Béninois ne peuvent pas se prévaloir d'avoir un titre de séjour de réfugié. Puis c'est le pays des Banguères. Le pays des Banguères. Voilà. Donc, tu rentres clandestinement en France ou en Italie, tu déposes tes dossiers, tu n'auras pas le titre de séjour. On ne te donnera pas. Parce que ton pays est un pays sûr. On parlait tout à l'heure des efforts qui sont faits dans le pays. C'est colossal. C'est que les gens pensent que dans ces pays, il n'y a pas de chômeurs. Alors, M. Denayon, revenons sur la question de sensibilisation. Vous qui mettez en place aujourd'hui, je dirais, un réseau, une structure pour pouvoir conscientiser en griffe nos jeunes frères et sœurs, sur quoi devrait porter la sensibilisation pour faire prendre conscience à la jeunesse que l'immigration clandestine n'est pas la solution? C'est de montrer les réalités d'un migrant clandestin en Europe. Parce que beaucoup ignorent cette réalité, en fait. C'est vrai. Les gens pensent que... Je vais vous faire rire. J'ai suivi un documentaire dans lequel il y a un Afghan, parce que c'est parce que les Africains seulement, il y a un Afghan, ils ont traversé monts et vallées à pied, des joues, ils ont traversé des mers et autres pour se retrouver. Finalement, en France, le même jour, le lendemain, il dit c'est pas possible. On m'a dit qu'en France,
on parfume les rues. Non, mais quand même, ça, c'est une légende ou quoi? Non, mais on va quand même pas c'est une croire réalité. à des choses comme ça. Mais s'il y en a qui croient à ça, et que tu as tout ce que tu veux, et que lui vient ici pour aller dormir dans une mosquée, alors qu'il a laissé sa maison, pour aller au resto du cœur avant de trouver à manger, alors qu'il mangeait à sa faim. Non, mais il veut rentrer chez Quand lui. on parle des restos du cœur, ce sont des endroits où les gens vont chercher des repas. De repas, voilà, il y a des associations, voilà. des associations qui s'organisent pour quand même essayer de venir en aide à des personnes en péril comme ça. Quelle politique les dirigeants devraient mettre en place pour contenir les jeunes à l'intérieur? Déjà, c'est ce que nous sommes en train de dire, c'est d'aller informer les jeunes des réalités d'un migrant clandestin en Europe. Et derrière, les sensibiliser pour préparer leur voyage. Un voyage pour aller étudier, ça se prépare. Et les conditions, c'est d'avoir de bonnes notes. On leur donnera les panels de possibilités qui existent, que ce soit sur le Canada, que ce soit sur la France. C'est pas gagné tout de suite aussi, hein. Il faut des efforts, il faut être persévérant. Mais tu sais que, parce que nous, on a été persévérants. Je vous fais une petite confidence. En 2014, moi, j'ai fait la démarche pour le Canada. J'ai eu mon admission dans une université québécoise. J'ai eu le CAQ, le certificat d'accréditation du Québec. J'ai fait tous les dossiers. Je suis allé déposer ma demande de visa à Accra. Mais au bout d'un mois, pour un petit truc, je n'ai pas eu le visa. Tout était normal, on m'a demandé d'envoyer des dossiers que j'ai envoyés, mais après ils ont dit qu'ils n'ont pas vu. Bref, je n'ai pas eu le visa pour le Canada. Mais ça ne m'a pas découragé. Parce que je connais mon potentiel, je connais mes notes, je connais ma capacité. J'ai essayé de le faire vers la France et ça a marché. Donc, d'être persévérant, surtout de travailler à l'école, avoir de très bonnes notes. Et on peut leur montrer comment ils peuvent monter un dossier, comment ils peuvent rédiger un projet d'étude, tous ces éléments. Nous, on peut leur apporter ces informations pour qu'ils se préparent, même depuis la 6e, se disent, bon là, je veux devenir telle chose et j'ai envie d'aller étudier en France. Et le but, c'est d'aller... Il ne faut pas forcément attendre le bac d'abord. Le bac d'abord, non. À y aller. À le faire. Il faut vraiment se préparer. D'accord. Monsieur Alexis voudrait réagir? Oui, j'aimerais juste demander à monsieur. J'ai compris que concernant les approches de solutions, vous êtes basé un peu sur ceux qui ont étudié. J'aimerais, parce que majoritairement ceux qui font les trucs d'immigration clandestine, majoritairement il y a des gens qui n'ont pas évolué dans les études. Maintenant, ceux-là, quelle sera la procédure? Oui, le but n'est pas, la cible, ce n'est pas que les écoles, mais aussi les centres de formation. En fait, lorsque, en réalité, l'école ne marche pas, il faut aller apprendre un métier. C'est normal. Oui. Et lorsque vous apprenez un métier, il y a, aujourd'hui, vous avez parlé des chantiers, il y a plein de choses qui existent pour des gens qui ont un métier de s'installer. Et parlant de métier, le Bénin a quand même innové. Hein. Aujourd'hui, c'est les CQM, c'est l'État qui organise les diplômes, des diplômes, et puis voilà. Qui sont des diplômes reconnus. D'accord. Et quand je prends le Canada, il y a l'immigration pour le travail, même aussi en Europe. Mais il y a des conditions qu'il faut remplir par rapport à ça. Il y en a qui sont partis avec toute leur famille parce qu'ils sont diplômés, ils sont qualifiés, ils ont déjà travaillé dans leur pays peut-être pendant un certain nombre d'années pour avoir des preuves à donner pour montrer que ils sont qualifiés et facilement ils peuvent immigrer et aller travailler ailleurs. J'ai dit à l'entame que c'est un droit universel, mais il faut respecter. Il faut se préparer. Il faut se préparer, il faut respecter les conditions qu'impose le pays d'accueil. Sinon, c'est un enfer qui vous attend là-bas. Monsieur Denayon, je rappelle que vous êtes expert en politique touristique. Quand on parle de politique touristique, le Bénin aujourd'hui a mis en place un système qui fait que le pays constitue une destination privilégiée des touristes. Est-ce qu'il y a un travail qui se fait dans le sens contraire de faire découvrir notre pays à d'autres nationalités? Je vous remercie pour cette question. Il y a une émission certainement peut-être qu'on va faire pour en parler, mais on peut quand même introduire pour dire que le Bénin, mon pays, fait des merveilles sur le plan touristique. Et je suis fier de le dire
et d'en parler autour de moi, là où je suis. Mais on peut aller plus loin. L'État central aujourd'hui porte la politique globale de tourisme. Mais en réalité, il faut que les communautés à la base s'en saisissent. Parce que, en fait, pour que la France soit la première destination touristique au monde, ce n'est pas l'État central seul qui fait tout. Il y a des initiatives privées également. C'est chaque localité qui se vend. En fait, le territoire est vendu comme un produit, comme une marchandise. Et il y a une stratégie pour le faire. La destination est vendue. La destination est vendue. Alors, et comment on le fait? C'est ça, ce que nous avons appris. Comment nous pouvons normalement accompagner nos communautés à la base pour vendre leur potentiel. Et là, si, je ne sais pas, Ouida attire 2 touristes, Savalou attire 3, Grand Popo 10, tout ça, c'est pour le Bénin. Allez, on a posé la question justement aux Béninois qui nous suivent sur les différentes plateformes, les différents canaux de la SRTB. À votre avis, quelles sont les raisons qui poussent les jeunes à décider donc de choisir l'immigration? Monsieur Maurice Tantan, mon cher Maurice, est sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous et bonjour à toutes. Les internautes se sont-ils exprimés sur la question? Effectivement, les internautes se sont exprimés, comme toujours d'ailleurs, lorsqu'on leur adresse la question du jour sur cette matinale Bonjour le Bénin. Ils ont été quelques-uns à partager avec nous les raisons qui pousseraient les jeunes à l'immigration. On va dire que ce sont des raisons classiques qui sont revenues, la recherche d'un mieux-être, de meilleures conditions de vie, de travail, donc des opportunités économiques, la recherche d'une formation de meilleure qualité. Il y a également ceux qui ont expliqué que les conflits locaux peuvent amener certaines personnes à chercher leur voie à l'étranger. Et puis, il y a aussi les regroupements familiaux, ceux qui rejoignent leurs parents, leurs conjoints ou leurs conjointes à l'étranger. On va donc prendre quelques avis rapidement. Kenneth Akwesson, pour commencer, nous a listé un certain nombre de raisons. Il dit plusieurs raisons peuvent pousser les jeunes à immigrer et celles-ci varient selon le contexte social, économique, politique ou personnel. Voici les principales, écrit-il, les opportunités professionnelles. Beaucoup de jeunes quittent leur pays d'origine pour trouver un emploi ou de meilleures conditions de travail à l'étranger, accès à une meilleure éducation, l'envie d'étudier dans des établissements de renom, d'acquérir de nouvelles compétences ou de bénéficier d'un système éducatif plus performant pousse également de nombreux jeunes à partir. Il y a les conditions de vie, c'est-à-dire une recherche de meilleures conditions de vie, c'est-à-dire la sécurité, le logement, la santé et l'environnement peut motiver également une immigration. Et dans certains pays, la violence, les conflits armés ou la persécution politique ou ethnique poussent les jeunes à fuir pour leur sécurité. On va prendre l'avis de Rodolphe Deinde qui nous dit à cette interrogation, il est important de souligner que l'immigration est une solution pour changer le cours de son destin et de sa famille en étant réaliste, profiter de la valeur de la monnaie et des avantages sociaux que confère donc ce nouveau pays d'accueil. Peu de personnes ont réussi de grandes choses en étant chez eux, surtout pour les Africains francophones, estime Rodolphe Deinde qui dit « La vie est dure et malgré les efforts des différents gouvernements, les choses n'avancent pas. De ma naissance à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que le temps n'est pas dur et que ça va », conclut Rodolphe Deinde. Autre commentaire sur la question du jour, Olivier Agassouci nous dit « Moi, je pense que le problème est juste le fait que les opportunités et les emplois sont difficiles à trouver en Afrique et les gouvernements du continent sont vraiment lents dans les systèmes d'autonomisation et d'accompagnement des jeunes sur tous les plans. On va terminer avec le commentaire de Pierre-Paul qui nous écrit que l'immigration est la solution à tout jeune Africain qui refuse le destin que lui afflige la mauvaise gouvernance de nos dirigeants. L'État ne fait rien pour qu'il fasse bon vivre à la population constituée en majorité des jeunes. Au contraire, il cherche à t'assommer d'impôts quand tu essaies d'entreprendre. Dans le même temps, il y a des pays qui ont les moyens de t'offrir un boulot dans les meilleures conditions, mais n'ont pas la main d'œuvre. Vous-même, voyez, le choix n'est-il pas facile, s'interroge cet internaute. Donc on va
globalement, voilà ce que les internautes ont dit de la question du jour. Merci à vous, Maurice Tantan. Merci, les avis étaient vraiment riches et partagés. Hein. Merci à nos amis internautes d'être fidèles sur nos plateformes. Allez, on va faire un dernier tour de table pour conclure ce débat, puisque nous allons accueillir Marcel Akhossi dans un instant pour la revue de presse. Alessandre Rouillard, immigration clandestine. Si vous avez des conseils à donner aux jeunes, que diriez-vous en tant que jeune? Merci beaucoup. Moi, je dirais simplement à nos jeunes, ou bien je vais conseiller plutôt à nos jeunes d'éviter de voyager par des voies clandestines. Parce que c'est très dangereux et c'est que la probabilité de retrouver la destination vivante, c'est-à-dire en étant vivant, est très faible. Et donc, le mieux, c'est de prendre par les voies légales pour pouvoir se rendre dans les pays d'autrui. Alexis Rouillard? Je vais changer ma voix à mon second pour dire que prendre par les voies illégales ne sont pas des meilleures options. Et aussi, si vous tentez et que ça ne marche pas, il y a des gens qui sont restés au pays qui arrivent à bien se gérer. Et qui ont réussi. Exactement. Donc, on n'a pas besoin forcément d'aller dans les pays d'autrui avant de trouver le bonheur. Merci, Alexis Rouillard. Alors, Monsieur Vigile Denagnon, si vous devriez conclure ce débat, que diriez-vous en tant qu'expert en politique touristique? Je vais conclure avec les chiffres pour que ça reste dans les mémoires. Seulement pour 2024, on a eu 2452 décès décomptés dans la Méditerranée. Ces 10 dernières années, ça fait 31 700 morts. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, comme l'a dit tout à l'heure mes jeunes frères, on peut rester chez soi et réussir. Et si vous décidez de partir, partez en respectant les conditions imposées par les pays d'accueil. Merci beaucoup. Monsieur Vigile Denagnon, on va certainement vous retrouver sur d'autres espaces pour parler de ces questions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, on va prendre congé de nos invités pour installer la revue de presse. Merci.